Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur les antennes de E-Télé. Bienvenue donc au deuxième plateau comptant pour la nuit électorale. Les citoyens béninois en âge de voter se trouvant sur le fichier électoral étaient aux urnes ce 11 avril 2021. C'est pour élire bien évidemment le président de la République. Trois duos de candidats étaient en compétition. Ils ont d'ailleurs en 2 semaines exposé donc à nos compatriotes leurs ambitions pour le Bénin. Quel regard portent nos invités sur le déroulement du scrutin de ce 11 avril 2021? Quel enseignement politique peut-on en tirer? Voilà, entre autres questions auxquelles nos invités tenteront de répondre à la faveur donc de ce deuxième plateau donc de la nuit électorale sur télé et sur la radio des défis Océan FM. Je voudrais bien vous présenter mes invités. Le premier à nom, Gildas Aizanon, il est acteur politique, coordonnateur des Forces Nouvelles. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui suis honoré par votre invitation. Voilà. Vous n'êtes pas seul. Il a un nom Christian Parfait Aouyo qui partage ce plateau avec nous ce soir. Il est acteur politique, membre donc de la direction exécutive nationale du Parti du Renouveau démocratique. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir aux téléspectateurs et aux auditeurs. Ah, tout à fait. Merci. Et Rémi Agossou nous rejoindra. Tout à fait. Il est membre donc du Parti Foscoré pour un Bénin émergent. Déjà avant d'aborder donc ce qui nous rassemble véritablement, Gildas Aizanon, je voudrais déjà vous poser la question de savoir quelle appréciation faites-vous du déroulement du scrutin de ce 11 avril 2021? Merci. Déjà un premier sentiment de soulagement. Soulagement parce que il y avait quelques raisons, n'est-ce pas, d'inquiétude au regard de l'atmosphère qui n'était pas forcément très légère à la veille de cette échéance électorale. On pouvait se demander si véritablement la situation allait être encadré pour qu'on ait une journée assez paisible. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde peut constater que malgré les petits incidents qui ont jalonné un peu cette semaine, globalement, la journée électorale a été une journée suffisamment apaisée sur l'ensemble du territoire national. Les citoyens en âge de voter ont pu accomplir librement leur droit au vote et j'ai été particulièrement surpris par la qualité de la mobilisation dans certains endroits de notre pays. Et la mobilisation a été assez forte. Je me dis que c'est à l'honneur de notre démocratie. C'est clair qu'au fur et à mesure que les résultats des différents bureaux de vote vont nous parvenir, on pourra commencer par tirer un certain nombre d'enseignements. Mais je dis déjà, coup de chapeau à la Sénat, coup de chapeau aux acteurs politiques qui ont su jouer le jeu. Ce n'est pas trop tôt de tirer un coup de chapeau à ces institutions. Il faut tirer un coup de chapeau parce que, comme je le disais tantôt, je vais être honnête, ce n'était pas forcément gagné d'avance que nous puissions avoir une journée aussi apaisée. Donc la Sénat mérite quand même d'être félicitée. Les forces de sécurité de notre pays méritent qu'on les félicite parce que elles ont joué un rôle républicain qui a permis le déroulement du scrutin dans certains endroits de notre pays. Elles ont pu, n'est-ce pas, participer à la décrispation de l'atmosphère politique en permettant à ce que la libre circulation soit possible sur un certain nombre d'axes routiers de notre pays. Et donc pour avoir joué ce rôle, pour avoir facilité le déploiement par exemple du matériel électoral, on peut déjà se dire que, ouf, on a vaincu la fatalité et que malgré quelques grincements dedans, que d'ailleurs le premier d'entre nous n'a pas hésité à reconnaître à l'occasion des premiers mots, n'est-ce pas, après son vote, parlant des frustrations qui pourraient
par ailleurs être légitime pour une certaine catégorie de nos compatriotes. Malgré cela, il faut reconnaître que globalement, c'est une journée qui, ma foi, vient encore honorer notre démocratie. Et comme l'a dit le président de la République, nous avons le temps pour panser les plaies et pour améliorer ce qui n'a pas été et forcément à la hauteur. Donc moi, je pense que c'est un satisfecit que je commence par, n'est-ce pas, donner là aux différents acteurs impliqués. On peut faire mieux, on peut faire pour qu'il y ait moins de tension, mais nous savons tous aussi que les périodes électorales sont quand même des périodes qui, par moment, peuvent amener à des passions. Des passions, mais parfois exprimées pas forcément de la meilleure des façons. Mais ça arrive et encore entre enfants d'un même pays, je suis sûr qu'on trouvera le bon moyen de gérer tout cela pour qu'on puisse continuer notre marche, n'est-ce pas, pour la démocratie et surtout pour le développement de notre pays. Très bien. Christian Parfait, pour vous également, est-ce que c'est un ouf de soulagement? Oui, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'appartenir à un peuple qui vient de gagner. Il y a eu un vainqueur ce soir. Et quel est le vainqueur? On peut proclamer le résultat sans être la Cour constitutionnelle, c'est le peuple béninois. Le peuple béninois vient de gagner. Parce que nous avons, comme l'a dit M. Aizano, nous avons traversé des épreuves. Nous avons fait la démocratie, expérimenté une forme de démocratie depuis 1990. Nous avons amorcé une autre avec les réformes il y a 5 ans. Et aucune de ces réformes ne peut se faire le plus calmement possible. Nous avons fait les élections législatives, on a tiré les leçons. Nous avons fait les élections communales, on a tiré les leçons. Nous sommes en train d'aller au bout de la démarche, les élections présidentielles. Mais l'un ou l'autre, c'est le peuple béninois qui est en train d'expérimenter une autre forme de gouvernance politique. Nous n'avons pas envie de dire que tout va bien. D'ailleurs, le duo candidat Patrice Talon-Talata, après l'expression du vote du président Talon, a reconnu que nous avons des choses à faire. Mais le peuple a montré sa maturité. Notre démocratie est à la croisée des chemins. Nous avons l'obligation de consolider cette démocratie. Donc ce soir, c'est un peuple gagnant face à ces péripéties que nous retrouvons. Avant les élections, il y a eu quelques difficultés qui nous ont fait déplorer certaines morts, certaines pertes en vies humaines. Nous les déplorons comme nous avons déploré ici les morts de Covid. Nous les déplorons comme nous déplorons tous les jours nos morts. Mais nous les déplorons cette fois-ci parce qu'on pouvait les éviter. Quand on a fini de dire ça, nous disons, nous autres de la mouvance, qu'il faut que nous sachions faire la part des choses. Il y a le temps des temps. Aujourd'hui, nous sommes au temps des élections. Hier, on était au temps des réformes. Nous sommes au temps des élections. Demain, lundi, ce serait le temps du développement. Dans ce temps de développement, il y a le temps du dialogue. Et chaque chose en son temps. Et nous devons rester autour d'une table pour penser le développement. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre l'eau potable. Il n'y en a pas dans tout le pays. Nous sommes en guerre parce qu'il n'y a pas d'électricité dans tous les pays. C'est ça la vraie guerre. De toute façon, on y reviendra. Voilà. Mais avant, Christian Parfait, Aoyo, il se fait justement que sur 546 arrondissements, 16 arrondissements n'ont pas pu voter. Est-ce que cela vient quand même porter des empreintes au bon déroulement? Non, c'est ce que je disais à l'entame. C'est déplorable à tout point de vue. Nous aurons le temps, le recul d'analyser les causes profondes. Mais nous, qui sommes en train de dire que tout le monde doit aller au vote, peut-être que nous n'avons pas été suffisamment clairs. Si par exemple, on avait pris un peu de temps peut-être, si on n'était pas aussi autiste, je nous donne le tort, pour expliquer à nos compatriotes que si on veut être contre un système, c'est à travers les urnes. Peut-être qu'on n'a pas été, on l'a pas dit assez.
que si on est pour le système, c'est dans les urnes. Si on est contre le système, c'est encore dans les urnes. Ce n'est pas dans la violence. Peut-être que les 16 arrondissements auraient pu se joindre et nous serions en train de dire qui est pour, qui est contre. Donc le système que nous sommes en train de mettre à rude épreuve aujourd'hui n'a pas atteint. Heureusement, nous avons dépassé, sur les 546, nous avons dépassé au moins, nous avons eu un 530 déjà. 530 pour ne pas dire, oui 530, mais nous reconnaissons que les 16 étaient manquants au registre et il suffisait peut-être, je ne sais pas, à la date d'aujourd'hui on ne peut pas dire ce qui s'est réellement passé, mais nous nous sommes dit, avions-nous eu le temps nécessaire de le leur expliquer? Et si on l'avait encore eu, avions eu le temps de les écouter, de les expliquer. Si on a expliqué, ces gens-là ne seraient pas allés boycotter les élections ou empêcher les élections de se dérouler. Plutôt, ils allaient sortir massivement pour exprimer leur vote. En fait, c'est dans ce paradigme que moi je mets aujourd'hui. Voilà, donc ce paradigme, c'est que on peut aller exprimer son mécontentement à travers les votes et renverser la tendance. Pour donner un exemple, l'homme le plus riche et le plus fort des États-Unis a été battu la dernière fois. L'homme le plus riche et le plus fort des États-Unis, au moment où il est engagé, les Américains sont sortis pour dire nous n'en voulons plus. On déplore, et c'est là où je veux chuter, on déplore les sorties sur le Capitole. C'est pour dire qu'aucun peuple n'a l'apanage de la violence et que certains qui veulent nous donner les leçons, qui n'ont qu'à les garder pour eux. Mais nous nous sommes dit, nous Béninois, nous allons nous parler, nous allons nous expliquer, parce que c'est ensemble que nous allons affronter les maladies, les souffrances, les routes, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà mon sentiment aujourd'hui. Et une fois encore, le peuple béninois a gagné ce soir. Très bien. Gildas Aizanon, et comme l'a su bien dire, il a d'ailleurs commencé, Christian Parfait à Oyo. Nous sommes donc, on pourrait dire que nous sommes à la 3e donc échéance électorale, donc avec de nouveaux tests, donc de nouveaux instruments juridiques, tests réussi en ce qui concerne l'élection présidentielle, parce que les législatives, les communales, et nous sommes à l'élection présidentielle avec de nouveaux tests juridiques. Oui, vous savez, les réformes, et partout dans le monde, elles ont été souvent, et quand elles sont politiques, des occasions de tiraillement. Parce que les réformes appellent parfois de nouvelles habitudes. Parce que les réformes ne sont pas toujours très bien comprises par tout le monde et M. Aoyo fait bien, n'est-ce pas, de jeter une pierre dans notre propre camp pour dire qu'on aurait peut-être pu faire davantage preuve de pédagogie dans notre façon d'expliquer les choses. Je veux dire qu'on aurait pu mieux discuter encore entre acteurs politiques de la mouvance et de l'opposition, que peut-être qu'on aurait éviter un certain hiatus dans la compréhension de ces nouveaux instruments et dans l'esprit qui sous-tend ces réformes-là. Est-ce que tout le monde a compris que cette forme de démocratie que nous avons souhaité à partir d'un certain moment de l'histoire politique de notre histoire, est-ce que tout le monde partage le fait que c'est pour aller un peu plus sereinement vers le développement que nos populations attendent depuis longtemps? Est-ce que nous comprenons que on a voulu débarrasser le système politique qui était en place jusque-là de tout ce qui est chantage et qui empêchait d'accélérer le rythme de développement? Peut-être que on n'a pas fait suffisamment le débat pour que et acteurs politiques de la mouvance et acteurs politiques de l'opposition et maintenant les citoyens en général, pour que l'essentiel de la population puisse comprendre que on ne fait pas le président Patrice Talon et l'ensemble des acteurs politiques qui l'ont accompagné par exemple à un moment donné ne sont pas allés dans un sens ou comme dans l'autre parce que ils sont contre le bien-être des populations béninoises. Non, c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup d'audace, ils ont pris beaucoup de risques. Le risque de l'impopularité assumé à un moment donné, n'est-ce pas, par le président Patrice Talon lui-même, impopularité parce qu'il fallait faire un certain nombre de sacrifices. Il fallait nous conduire, nous tous, à abandonner
un certain nombre, n'est-ce pas, d'habitudes qui, malheureusement, nous arriéraient sur le chantier du développement. Maintenant que ces réformes ont été poussées de cette façon, il aurait fallu faire beaucoup de pédagogie pour que tout le monde, n'est-ce pas, comprenne. Mais d'aucuns diraient, et c'est peut-être à raison, que le développement aussi n'attend pas. Un mandat, ce n'est pas une éternité. Il faut aller vite. Que ce soit le mandat du député, le mandat du président de la République ou d'autres élus communaux, on a un temps relativement court et il faut des résultats. Et quand on veut des résultats à des moments donnés, on n'a peut-être pas le temps de tenir compte de tous les détails. On n'a pas le temps de la grande discussion qui parfois a tendance à s'éterniser dans notre façon de faire la démocratie connue jusqu'ici. Et donc je peux comprendre que cette absence, n'est-ce pas, de grandes discussions qui s'éternisent a pu faire que certains acteurs n'ont pas voulu suivre la réforme. L'autre chose, c'est que les réformes peuvent amener des acteurs politiques à perdre des avantages. Ayons le courage de le dire. Et n'attendons pas forcément que des acteurs politiques qui étaient plutôt à l'aise dans un schéma, qui se voyaient peut-être un peu les roitelets d'un système, quand on amène un autre système, il est possible qu'ils puissent ne pas prendre le temps nécessaire pour comprendre le bien fondé même de ce système pour le développement du pays et qui s'inscrivent juste dans une logique de juste détruire pour détruire. Tout cela, parfois le manque de patriotisme, le fait que chacun veut prêcher pour ses propres intérêts, ça a pu amener à quelques cas regrettables, je dis regrettables, parce que nous aurions aimé que tous les arrondissements de notre pays puissent voter en toute quiétude et que la fête électorale soit parfaite sur l'étendue du territoire national. Même s'il faut quand même avouer que si 530 arrondissements ont pu quand même faire l'exercice de voter, malgré ce contexte, on peut oser dire qu'il y a une façon de rejeter l'appel à la violence. Il y a une façon de dire que malgré tout, c'est dans les urnes qu'il faut aller se prononcer. Malgré tout, la démocratie nous appelle à exprimer notre accord ou notre désaccord dans les urnes. Donc 530, moi je pense que ce n'est pas mauvais, mais on aurait pu améliorer cela. Le chef de l'État lui-même l'a reconnu. Il a souhaité que pour notre marche ensemble, on puisse tenir compte des failles constatées aujourd'hui pour continuer par améliorer le système. Ce sont des réformes en cours d'expérimentation. Je ne serais pas surpris que d'ici là, des acteurs politiques, aussi bien de la mouvance que de l'opposition, se mettent d'accord pour dire que tel aspect est à retoucher, tel autre est à maintenir. Je suis sûr que ça va continuer par discuter au niveau de la classe politique. Voilà, Christian Parfait Arouyo, la polémique autour donc des instruments juridiques que nous avons expérimentés ou que nous expérimentions depuis donc les législatives. Est-ce qu'aujourd'hui, donc après donc la tenue de ce scrutin de ce 11 avril, on pourrait espérer que justement ça prend fin? Oui, donc à partir d'aujourd'hui, on a des éléments pour apprécier. On a des éléments pour évaluer le dispositif des réformes. On a beaucoup d'éléments. C'est vrai que on aurait pu peut-être éviter certaines situations déplorables depuis 2019. Mais si on n'avait pas démontré la force et la faiblesse du système, peut-être qu'on n'allait pas mieux se comprendre. Aujourd'hui, tout le monde sait là où ça marche, là où ça ne marche pas. Il reste, pour tous les Béninois, il reste la possibilité de se parler. Nous avons déjà la table ronde. Une table ronde, c'est-à-dire la table imaginaire autour de laquelle on va se rencontrer, c'est le Bénin. On n'ira pas discuter ailleurs. On n'ira pas discuter avec les Chinois. Ce serait entre Béninois. Déjà, ça c'est un acquis. La deuxième chose, c'est l'organisation pratique. Nous en avons les ressources. Nous en avons les compétences. Et donc,
Ce qui reste aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé le temps du dialogue. Le temps du dialogue, et qui ne sera pas long. Il ne faut pas qu'il soit long. Il faut qu'il s'amorce très vite pour que le développement commence. Oui, je reviens justement, puisqu'on n'en est pas encore là. Oui, la polémique autour des tests, est-ce qu'avec la tenue du scrutin d'aujourd'hui, on pourrait espérer que tous les acteurs politiques, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, on est conscient aujourd'hui que vraiment nous avons des instruments juridiques désormais qui sont là, et donc nous sommes appelés à pouvoir nous y soumettre au lieu d'aller justement à la polémique autour de ces tests. Non, si on dit ça, on ne sera pas honnête. Certains de nos compatriotes ne sont pas d'accord. Donc, on ne peut pas, à la date d'aujourd'hui, dire que tout ce qui est là est bon. C'est perfectible. Mais pour le faire, dans une démarche classique, c'est un état des lieux. L'expérimentation, l'état des lieux, on pose le diagnostic et on voit ce qu'on peut corriger. Mais tout le monde est d'accord que la situation aujourd'hui, qui nous coûte des vies humaines, qui nous coûte des clivages, avec des élans régionalistes, des propos qui ne soudent pas, ce n'est pas ça que nous voulons. Rien que pour ça, des propos régionalistes, des propos tribalistes, des propos de violence, la mort. Rien que pour ça, ce bilan-là, nous n'en voulons pas. Nous allons nous mettre le doigt sur peut-être les éléments du dispositif, du corpus de réforme qui ne marche pas, pour au moins extirper cela. Et après, nous avons d'autres challenges. Le challenge qui veut que on ne soit pas identifié de telle ou telle région. Ça, c'est un challenge de tous les peuples africains. Et donc, tout dispositif qui permet aujourd'hui de ne pas se sentir béninois à part entière est à revisiter. Aujourd'hui, certains de nos compatriotes se sentent exclus. Certains disent qu'ils sont à l'exil parce que menacés. Certains disent qu'on les a emprisonnés parce que, pour des raisons d'opinion. Il faut qu'on élucide tout ça pour que chacun soit dans sa position, et c'est notre rôle. Parce que la construction de la nation demande que nous puissions mettre chacun à sa place. Et c'est ça qui est important. Donc, les tests tels qu'ils sont, avouons-le, ils sont perfectibles. Ils sont vraiment perfectibles, et je le crois profondément. Gilda Saïzano, revenons donc au scrutin de ce 11 avril 2021. Quels sont pour vous justement les enseignements politiques qu'on pourrait en tirer, on pourrait commencer à en tirer? Oui, les enseignements politiques qu'on pourrait commencer par en tirer, c'est déjà quand même, malgré tout, saluer, moi je dis, la maturité de l'électorat béninois, la maturité du peuple béninois. Il n'y a pas de doute que cette journée électorale a démontré que la plus grande partie, n'est-ce pas, des populations béninoises a rejeté la violence. C'est un fait. Il faut dire toutes nos satisfactions pour ces populations qui n'ont pas cédé à la panique, qui n'ont pas cédé à la violence, et qui sont allées aussi accomplir en toute sérénité, n'est-ce pas, leur vote. Ça, c'est important pour moi du côté de la population. Mais c'est vrai que jusque-là, l'institution chargée de commencer par aller vers la proclamation des grandes tendances, n'est-ce pas, l'a pas fait, mais si on s'en tient à un certain nombre de rumeurs et quelques résultats balancés par là, on peut se dire que des candidats ont fait des percées dans des départements et parfois de manière inattendue. Des candidats, je ne veux pas forcément citer de nom, mais cela veut dire que malgré tout, les gens ont pu battre campagne, les trois duos ont pu battre campagne, et certains électeurs se sont retrouvés à travers le programme, n'est-ce pas, des uns et des autres. Et pour moi, je pense que c'est à saluer. C'est à saluer cette liberté de choix
nous prouve que nous pouvons encore, le Bénin a démontré une nouvelle fois encore sa résilience politique. Pour moi, c'est important. Et c'est le lieu pour moi, malgré tout. Je veux prendre le risque de saluer le comportement exemplaire de certains qui ne partagent pas la gouvernance actuelle, qui ne s'en cachent pas, mais qui n'ont pas appelé à des actes de vandalisme. En tout cas, pas officiellement, contrairement à d'autres qui n'ont pas hésité à être des radicaux qui ont travaillé pour que le Bénin sombre et qui ne s'en sont pas du tout cachés. C'est à visage découvert que des compatriotes ont voulu qu'à l'occasion d'une élection présidentielle, parce que les tests, évidemment, ne leur ont pas permis de pouvoir, n'est-ce pas, compétir comme ils l'auraient souhaité. Je peux comprendre encore que des gens soient frustrés, mais de là à vouloir que le pays sombre, j'ai dit, il y a un pas qui a été trop vite franchi. Mais il s'est trouvé parmi ses opposants des gens qui ont fait preuve, ma foi, de beaucoup de calme, de beaucoup de lucidité, malgré les récriminations qui sont faites contre les différents instruments juridiques qui nous accompagnent vers ces élections depuis un moment. Ben, ils sont restés égaux à eux-mêmes. Et donc c'est ça, vous c'est important pour moi. Maturité. C'est une maturité qui nous permet d'espérer que le dialogue est encore possible. Malgré tout, il y a des gens qui sont prêts à dialoguer et de ce dialogue ne peut sortir que quelque chose de positif qui nous amène à avancer encore dans notre marche démocratique. Et donc, Christian Parfait Aoyo, vous trouvez que l'un des enseignements politiques à tirer aujourd'hui, c'est également la maturité, comme le signale Gilda Saïzan. C'est la maturité et la notion de responsabilité de notre peuple. Le peuple béninois a montré aujourd'hui que, même sous la menace, et je le dis, hein, moi, mes parents m'ont appelé pour dire ne sors pas. J'ai souri, j'ai dit non, je ne sors pas. Je ne sors pas. Pourtant, j'ai quitté Cotonou pour Abomey pour aller voter et revenir. Et finalement, je n'ai pas dit à mon papa que je suis à Abomey. C'est pour dire que la menace est arrivée à ce point où les gens ont eu peur. Les gens ont eu peur pour ne pas sortir. J'ai vu des jeunes qui ont été recrutés à la Sénat pour être assesseurs. On a fait l'appel, ils ont répondu absents. Et au motif qu'on leur a dit que ça pouvait barder le jour du vote. Pourtant, c'est pour aller toucher quelque chose, c'est pour rendre un service à l'État et d'en gagner des fruits. C'est pour vous dire que des gens ont fait une violence que j'appelle la violence perverse, la violence sournoise. Certains ont manifesté la violence l'un mis dans l'autre. C'est l'expression d'un malaise que nous ne voulons plus. Et que pour que cela ne continue plus, il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se parle. Comme dit les Indiens se parlent entre eux. Nous, on va se parler entre Béninois. On n'a pas peur. Il n'y a pas une langue que on ne parle pas au Bénin. On va se comprendre. Mais aujourd'hui, le peuple a compris que l'un mis dans l'autre, il y a que certains proposent, et d'ailleurs tous les duos, proposent des projets de société qui parlent de développement. Et c'est la différence. Moi, j'ai eu la chance de parcourir tous les 3 projets de société pour pouvoir mieux défendre celui de mon duo. Et j'ai compris qu'en réalité, c'est la méthode, la démarche qui diffère au niveau des 3 projets de société. Tous voulons un développement pour le pays. Et les populations ont compris qu'il faut vite quitter les épisodes des élections et attaquer les épisodes de développement. Donc effectivement, ce peuple est suffisamment mûr. Et ceux qui pensent qu'ils vont manipuler, opposant une certaine région à une autre, je crois qu'ils vont réfléchir par 2 fois, une autre fois, avant de proposer ce schéma. Ce schéma est désuet. Ce qui reste aujourd'hui, c'est de pouvoir sortir des projets de société en tant qu'acteur politique.
le long du parcours, le défendre jusqu'au bout et essayer d'imposer cela comme gouvernance, comme mode de gouvernance. Ce que j'ai tiré aussi comme leçon, c'est que nous avons fait une campagne basée sur le projet de société. Et argument contre argument, nous avons essayé de vendre les projets de société de notre duo. Ça, c'est aussi un signe de maturité. Il y a quelques éléments qui ne vont pas encore. L'effet de l'argent dans le vote. Et déjà, en attendant, puisque vous avez parlé de maturité, de responsabilité, justement, la responsabilité, est-ce que les citoyens ou les électeurs ont donné des leçons aux acteurs politiques ou justement, qu'est-ce que vous... oui, moi je pense que même nos amis de l'opposition reconnaîtront certainement que le peuple n'a pas répondu à la hauteur de leur espoir. En tout cas pour les radicaux qui ont prédit l'hécatombe et qui ont travaillé pour le chaos, ils doivent bien se demander si ce peuple béninois n'est pas un peuple finalement particulier et trop pacifique. Le peuple leur a envoyé un message, celui du rejet de la violence et du règlement de nos différends par le dialogue. Ça aussi mérite d'être tiré comme enseignement important. Moi, je serais à la place de certains qui, à visage découvert, ont cru qu'il fallait en découdre violemment avec la République. Je serais à leur place que je me poserais des questions aujourd'hui sur le bien fondé de ma démarche. Il n'est même pas exclu que certains parmi eux soient dans une situation de regret aujourd'hui. Parce que ça a servi en définitive à quoi? Ces populations qui ont été traumatisées. Est-ce que ces populations applaudissent ceux qui ont orchestré tout cela? Je n'en suis pas sûr. L'autre enseignement qu'il faudra également tirer, parce que nous avons envie d'être très objectifs sur ce plateau, c'est que malgré les points positifs, nous devons reconnaître qu'il y a du travail à faire au niveau des acteurs politiques de notre pays. Parce que ce sont les acteurs politiques, ce sont nos différends qui poussent à l'instabilité que nous avons failli avoir dans certaines régions de notre pays. Il nous faut être plus responsables dans notre façon de conduire nos idées politiques. On ne peut pas aujourd'hui occulter le fait qu'il y a quelque part au niveau des acteurs politiques une petite déchirure au point où certains n'ont plus confiance dans la vertu du dialogue et qu'ils pensent plutôt régler les problèmes autrement. Ça, c'est préoccupant. Est-ce que cette responsabilité, en réalité, ce dont vous parlez, est-ce que cela n'incombe pas en réalité aux partis politiques, Christian Parfer, aujourd'hui? Oui, ça incombe aux partis politiques puisque la Constitution et les textes leur ont donné ces prérogatives. Mais les partis sont en mutation. Les partis sont en mutation. Les réformes datent de 2018, 2019. Et les partis n'ont pas le temps encore de faire la mue. Parce que des habitudes sont dures, sont vieilles. Ceci étant, on sent quand même une tendance. Au début, c'était on ne se conforme pas aux tests pour avoir le récépissé pour être un parti légalement reconnu. Aujourd'hui, les partis sont en train de comprendre ça. Demain, ça va être d'autres formes. Mais c'est ce temps des réformes. Moi, j'ai envie de dire qu'en réalité, peut-être que le temps de la transition des réformes vers l'adaptation a été très court. C'est ça, c'est là où il y a le problème. Et du coup, ceux qui ont estimé ce temps court ont trouvé des formules pour refuser. Et ceux qui
estimaient qu'ils étaient prêts, Bon, quand vous dites go, en tout cas, en ce qui concerne par exemple un certain nombre de dispositifs ou un certain nombre de pièces, on savait cela depuis plus de 15 mois quand même. Bon, on va pas revenir un peu sur la réforme, mais cet aspect-là qui concerne la responsabilité, puisque vous en parliez, que la responsabilité, ça fait partie de l'enseignement politique à tirer, justement. Quand on parle un peu des populations, donc des électeurs et des acteurs politiques, les acteurs politiques devraient justement contribuer à l'éducation civique par le biais des partis politiques. Quand on parle justement donc de ce que, en réalité, il y a un problème au niveau des acteurs politiques, est-ce que ça ne pose pas un problème alors que le rôle revenait aux partis politiques? Non, c'est ce que j'expliquais en fait. Je n'ai pas souvenance qu'un parti politique constitué est déclaré urbi et orbi qu'il faut faire la violence. Ils ont fait ce que j'appelle l'amour avec les mots. C'est-à-dire, et ils essaient de dire la même chose de manière camouflée, parce que le langage permet de dire la même chose et de faire penser le contraire. Donc, aucun parti officiel ne l'a fait. Les dirigeants certains dirigeants, leaders, ont profité de cette faiblesse-là pour refaire un discours pernicieux. Un discours pernicieux. Certains ont eu même des comportements que la loi n'apprécie pas, et certains sont en train d'en répondre. Mais tout cela pour dire que l'écosystème n'est pas encore mature. C'est comme ça que moi je l'apprécie. Il y aura des moments où tout ce que nous vivons aujourd'hui ne serait pas possible. Mais nous sommes du domaine de l'humain. Parce que la politique, c'est les sciences sociales, c'est les sciences humaines. Donc, chaque fois qu'il y a l'humain et les faiblesses de l'humain, il y aura toujours des déviances. Mais nous allons prendre des habitudes, comme disent les vieilles démocraties. Quand on dit les vieilles démocraties, on parle d'années, on parle de siècles. Aujourd'hui, sans faire le même parcours, nous sommes en train de faire notre petit bonhomme de chemin. À l'entame de mes propos, j'ai dit le peuple béninois a fait preuve de sa maturité et qu'aujourd'hui, il y a un jour de fête pour les Béninois. Et c'est ce que je voulais dire en fait. On n'a pas attendu 200 ans pour que la démocratie atteigne une certaine maturité. J'ai pas envie de dire sur ce plateau que la démocratie béninoise est parfaite. Loin de là. La démocratie béninoise fait son chemin, son petit bonhomme de chemin, et les acteurs béninois aussi se forment. C'est le rôle des partis politiques, désormais, de former. Moi, je suis d'un parti politique, le PRD, mais notre discours a été très clair. N'entrez pas dans les actes de violence. Allez vous exprimer pour ou contre à travers les urnes. Notre discours a été très clair. À un moment même, représentant le duo, j'étais sur un plateau, j'ai dit aux jeunes, si ce que je viens de dire pour le duo Patrice Talon-Talata ne vous a pas convaincu, sortez quand même le dimanche pour aller dire non. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'objectif qu'il faut atteindre. Je ne dis pas forcément de voter pour mon candidat, mais acceptez que je pense autrement que vous. C'est ça que nous devons léguer à la jeunesse. Ce n'est pas en allant casser. J'ai fait encore une autre anecdote pour dire, mais quand vous allez casser les biens publics, c'est l'équivalent de vous prenez votre moto aux jeunes et que vous le cassez. C'est la même chose, puisque c'est votre argent. C'est l'argent qui a construit la route, qui a construit tel bâtiment, qui a habillé les forces de l'ordre, qui a acheté leur véhicule. C'est votre argent, c'est le même argent de vos efforts qui a acheté votre téléphone portable, qui a acheté votre maison, qui a acheté votre voiture. Donc si vous cassez l'autre, c'est la même chose d'une manière ou d'une autre, parce que l'État va les remplacer à travers des taxes qu'on va vous prélever. Ce message-là, peut-être, nous ne l'avons pas eu, commencé par le dire très tôt. Et si on l'avait dit, pourtant, les jeunes ont compris et ne sont pas rentrés dedans. C'est ça là, mon élément de satisfaction. Mais la classe politique doit savoir une chose. Prendre l'élément d'une région contre une autre. Dire qu'un Béninois est d'une zone, d'une région,
Ça, c'est à bannir. Et c'est inacceptable que des acteurs politiques puissent avoir ce débat. Progressivement, le peuple va s'en rendre compte. Donc, le système, il est perfectible. Il est d'autant plus perfectible que le vivre ensemble en souffre. Nous sommes en route pour construire la nation Bénin. La nation où moi je suis à l'aise à Parakou, où je suis à l'aise à Tanungu, à Komé, à Abomey, à Porto Novo. Et c'est cette nation que c'est ça notre rêve. La politique n'a de sens que lorsque nous atteignons ça. La politique n'a pas de sens lorsque nous opposons une région à une autre. À la limite, comme disent les jeunes, c'est naze. Très bien. Outre donc la maturité, la responsabilité, quel enseignement politique en tirer quand on voit la tenue donc du scrutin de ce 11 avril? Oui, nous sommes toujours en train de tirer ces enseignements politiques. C'est vrai que on ne peut pas se prononcer d'abord sur le comportement des électeurs dans l'urne, n'ayant pas encore, en tout cas jusqu'à présent, n'ayant pas encore les chiffres, n'ayant pas encore les grandes tendances, on ne pourrait pas se prononcer. Mais il n'y a pas d'autre enseignement à tirer que de dire que dans la grande majorité, j'ai quand même l'impression que nos populations acceptent qu'on quitte une certaine forme de démocratie lassiste, n'est-ce pas, et qu'on aille vers une démocratie plus productive en termes de développement concret. J'ai l'impression que ça commence par prendre au niveau de nos populations. Et il est possible que les populations soient en avance sur les acteurs politiques sur ce terrain-là. Encore. Encore. Oui, parce que justement, les populations, qu'est-ce qu'elles nous demandent? Qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance, ce que les populations demandent, c'est du concret en matière de développement. C'est qu'on apporte de l'eau à Dassa, qu'on apporte de l'eau à Savert, qu'on apporte de l'eau à Missérété, qu'on en apporte à Djougou, ailleurs dans le Bénin, qu'on fasse les routes, qu'on fasse construire les écoles, les maternités. Les populations n'ont pas grand-chose à avoir dans les guéguerres qui divisent les acteurs politiques. Que demandent les jeunes? Les jeunes veulent des motifs d'espérer. Les jeunes veulent que le Bénin devienne une terre d'opportunités. Et moi, j'ai l'impression que une grande partie de nos concitoyens commencent par voir la possibilité qu'avec cette nouvelle forme de gouvernance imprimée depuis 2016, les opportunités, après les sacrifices, vont devenir de plus en plus nombreuses. Il y a comme un rejet qui commence d'une certaine politique. Une certaine politique où, en réalité, on ne fait rien d'autre que de verser dans un populisme vaseux où on vient séduire les lecteurs avec quelques miettes, mais on ne lui propose pas des actions pertinentes de développement telles que, par exemple, la résolution de la question de l'autonomie énergétique. C'est quand même près de 60% d'autonomie énergétique aujourd'hui au Bénin. C'est du concret, c'est vérifiable. Et c'est profitable aussi bien à ceux qui partagent la gouvernance actuelle qu'à ceux qui ne sont pas encore rassurés et qui sont frustrés par la gouvernance du président actuel. Et donc, il faut craindre, et ça c'est un appel lancé à la classe politique, qu'il y ait un fossé qui se creuse de plus en plus entre l'élite politique et la base prenant de l'avance sur la nécessité d'aller vers des actions concrètes de développement, la base prenant de l'avance sur la nécessité d'aller plus vite plutôt que de rester dans des jérémiades politiciennes qui, en définitive, nous retardent et nous ont retardés depuis longtemps. C'est cela aujourd'hui qu'il faut percevoir également comme enseignement qui se tire des élections qui viennent. Les gens commencent par comprendre, peut-être
peut-être que quand on regarde au-delà du Bénin, on commence par se dire qu'ailleurs, quand on soupçonne certains régimes d'être des régimes durs, peut-être que finalement les gens voient qu'il y a des résultats concrets, alors que dans certaines grandes démocraties, on s'entend plutôt pour dilapider l'ensemble des ressources qui devaient servir à apporter un peu plus de bien-être aux populations à la base. En tout cas, notre rêve, ce n'est pas un régime dur, par ici quand même. Non, quand je parle de régime dur, je parle de régime qui refuse de verser dans le laxisme, dans des compromissions tout le temps, où une certaine élite s'entend pour se partager les ressources, pour se faire des concessions et laisser l'essentiel du développement. Très bien. Vous aviez parlé de ce que le projet quand même de société, puisque vous avez eu à lire les projets qui sont exposés, soumis à nos populations, mais il se fait, vous en parlez comme un enseignement, mais Christian Parfait Aoyo, jusque-là, on trouve quand même que le projet de société n'a pas encore véritablement une valeur devant les lecteurs béninois. Oui, c'est... Moi, j'ai eu la chance de suivre les élections vraiment depuis 90. C'est la première fois que on s'est appesanti sur une campagne de projet de société. Je ne dis pas que ça a vraiment pris. Je ne le dis pas. Mais j'ai eu la chance de voir que avant même le projet de société, on les cachait. Parce que c'était pas important. Les populations ne voulaient même pas savoir ce qui était dedans. Cette fois-ci, les populations ont voulu écouter ce qu'on a apporté, mais on est resté à mi-chemin. Le projet de société à lui seul ne suffisait pas. Et je voulais dire, et ça va se répéter sur les taux de participation, la violence sournoise dont j'ai parlé, et l'effet du projet de société où on sort pour aller voter parce qu'on a touché quelque chose. Ça fait partie des choses que nous allons corriger dans les 5 années à venir, dans la réforme. C'est des choses qu'il faut observer la tête froide et le cœur chaud. Le régionalisme en politique, l'argent en politique, mais pas l'argent tel qu'on l'aurait pensé. C'est l'argent de citoyen qui a intégré que si on ne prend pas quelque chose, on ne sort pas pour aller voter. Je sais de quoi je parle, avec précision. Et ceux qui sont nos téléspectateurs et nos auditeurs sont en train de sourire. Ils sont en train de sourire. Certains sont en train de sourire pour dire, bon, lui, là, qu'est-ce qu'il veut dire? On se comprend très bien. Et ça, ils ont écouté après le discours, et après le discours, ils vous disent, mais la suite. J'ai dit non, c'est fini. Sérieusement? J'ai dit, c'est fini. Ils disent non. Et vous allez le constater, lorsque les chiffres vont sortir, vous allez constater ce qui fait que le boulevard entre ceux qui sont mécontents et ceux qui sont contents et qui ne sont pas sortis, et la troisième catégorie de ceux qui disent, en tout cas leur candidat est déjà élu et qui ne sont pas sortis, vous allez voir tous ces trois dans un même panier. Difficile parce que ce serait un mélange du sable et du gari. Vous ne saurez pas faire la différence. Par contre, nous en tant qu'acteurs politiques, nous devons être sereins pour dire, il y a dans ce panier, il y a des choses, il y a de bons grains, il y a de livrets, et les réformes doivent s'appuyer sur ça si demain, nous voulons éviter ces trois problèmes. Nous sommes en route. Nous venons de loin, nous irons loin, le plus loin possible. Avec la méthode, comme sur la route, arriver au feu quand c'est vert, nous allons partir. Quand c'est jaune, on va ralentir. Quand c'est rouge, on va s'arrêter. On ne va pas brûler le feu. Et je crois que c'est le tricolore qui va être notre mode de fonctionnement en matière politique. Si quelqu'un a le feu vert, il passe. Si quelqu'un a le feu rouge, qu'il attende, parce que d'autres, c'est le tour d'autres personnes. Sinon, il y aura clash. Et c'est là les 16 arrondissements. Certains ont voulu passer au vert, alors que au rouge, alors que le feu est vert. Pour d'autres, ça passe pas.
C'est là notre rôle d'acteur politique. On va l'expliquer. Nous ne serons pas fatigués. Parce que il s'agira de nos frères et sœurs. Il s'agira de nous expliquer pour vite revenir à la table du développement. Il y a la table du développement qui nous attend au quotidien. Demain matin, des populations vont faire 1 heure de temps pour aller chercher de l'eau. 1 heure de temps pour aller chercher de l'eau. Des populations vont dormir dans l'obscurité. Des Béninois. D'autres sont dans des zones où il n'y a pas l'électricité, forcément il n'y a pas Internet. Pendant ce temps, d'autres Béninois, qui sont régis par les mêmes tests que nous sommes en train de citer aujourd'hui, ont les 3. Il y a un problème. Nous ne sommes pas en démocratie sociale. Alors que tout le monde paye les impôts. On paye tous les impôts au prorata de nos ressources. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça la vraie guerre. C'est ça la vraie guerre qu'il faut mener, où qu'on se trouve. Et pour le faire, il faut qu'on s'entende au moins sur le minimum. Il faut qu'on s'entende sur là où on va. Et c'est pour ça que, très tôt, quel que soit le temps que ça va durer, soit enfermons-nous dans une salle de conférence et ne sortons que lorsqu'on a trouvé la solution. Vous y tenez quand même. Hein? Ah oui, voilà. j'y tiens. Franchement, ce pays nous appartient tous. Voilà, Gildas Aizanon, voilà, il a quand même abordé certains aspects. Par exemple, quand on parle un peu il y a des gaguets qui ont manqué, il y a un certain nombre de choses qui avaient manqué. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, avec la tenue des élections, dans ces conditions, est-ce que justement ça fait partie des enseignements politiques à tirer? Je vais vous dire que ce n'est pas facile de battre campagne sans ces choses auxquelles nous avons été tous habitués. Des anecdotes comme ça, il y en a beaucoup. Moi, j'ai annoncé à certains électeurs que j'hésitais jusque-là à descendre sur le Nord Bénin parce que je n'avais pas le nécessaire. Je n'avais pas le nécessaire et que je ne pourrais pas leur offrir, comme d'habitude, des t-shirts. Je ne pourrais pas organiser beaucoup de meetings et faire les autres gestes. Et de façon très sérieuse, il y a un leader de mouvement associatif qui m'a dit: comment est-ce possible? Tu viens faire quoi alors si tu vas parler et il n'y aura pas ces choses qui accompagnent habituellement une campagne électorale? Je dis, nous sommes en train d'expérimenter une autre façon de faire la politique, qui veuille qu'on ne chosifie pas l'électeur. Nous sommes en train de responsabiliser davantage et acteurs politiques et électoraux pour que les électeurs s'identifient à travers des projets de société et qu'ils puissent porter ces projets de société et qu'ils puissent même sortir, si nécessaire, leurs propres ressources pour accompagner leurs candidats. Quand j'ai osé dire sortir leurs propres ressources pour accompagner leurs propres candidats, la réaction de ce leader que je ne veux pas citer, c'est: attends, comment? Si moi je suis mon ayant pour lui, quand est-ce que j'aurai l'occasion de récupérer ça? Vous voyez, c'est-à-dire, ça paraît bizarre encore pour l'électeur béninois de penser qu'un jour, il aura à financer une vision. On a du chemin à faire par rapport à cela. Nous avons beaucoup de chemin à faire. Mais il est important, n'est-ce pas, qu'on arrive à cela parce que tant que, et je crois que l'ami Aoyo l'a effleuré, tant que malheureusement ce serait l'argent qui va dicter les choix, ce serait difficile également que nous puissions avoir la qualité de la ressource humaine à laquelle nous espérons pour diriger nos pays, pour diriger nos communes, pour diriger notre Parlement. Il est important que nous puissions dépoussiérer progressivement tout cela et c'est ça qui transparaît dans une certaine gouvernance, dans certaines réformes qui sont portées depuis un moment par certains acteurs
de la classe politique béninoise. Et donc, on doit devoir attendre encore, puisque, justement... Oui, malgré cela, la campagne s'est déroulée. On n'a pas vu, à part quelques citoyens qui, de leur propre gré, ont voulu peut-être faire de petits gagnés, mais moi, je n'en ai pas vu beaucoup, par exemple. Mais malgré cela, la campagne s'est déroulée. Moi, j'ai eu des éléments de projet de société. Pour la première fois, quand même, j'ai un candidat qui était sous le feu des critiques. C'est le candidat encore en exercice. Il était sous le feu des critiques parce que, justement, il a été clair sur ses ambitions de départ. Il a été clair sur les projets phares qu'il a envie de réaliser. C'était avec beaucoup de plaisir que je voyais des amis de l'opposition dire, par exemple, écoutez, sur vos projets phares là, eh ben, on n'a pas vu ci, par exemple, on n'a pas encore vu ça, par exemple. Mais c'est positif pour notre démocratie. Ça veut dire que il y a une transparence par rapport à l'action publique. Ce qu'on a envie de, par rapport à l'offre, aux ambitions, il y a une transparence. Et ça fait qu'aujourd'hui, on peut juger pour dire oui, ce qui est fait, c'est bon, ce qui est fait, ce n'est pas suffisant. Et sur cette base, peut-être porter sa voix ailleurs. Je veux dire que j'ai entendu un des candidats dire, par exemple, que on va assister au retour de la gratuité de la césarienne. Et ce n'est pas un candidat de la mouvance qui l'a dit. Parce que lui pense que c'est une faille dans le système actuel, que la césarienne aurait dû rester totalement gratuite. J'ai vu des idées qui se sont entrechoquées positivement, n'est-ce pas? Donc il appartient aux électeurs de faire le tri, de faire le choix. C'est vrai que j'aurais aimé particulièrement qu'il y ait encore plus de débats et que je ne jette aucune pierre à mon propre camp, à la HAC, à certaines institutions. J'étais assez fan des débats qui pourraient avoir entre les différents candidats. Ce sont des aspects qui savez que le face-à-face, c'est réservé pour le second tour, de toute façon. Oui, dans la démocratie, on peut organiser aussi... Bon, on a quand même commencé il n'y a pas longtemps aussi, et puis on expérimente ça petit à petit. Mais Christian Parfait Aoyo, les enseignements politiques attirés quand même de ce scrutin, certainement après, outre la maturité, la responsabilité, un certain nombre de choses, il y a quelque chose qui nous attend, d'autres certainement. Oui, ce qui nous attend, c'est le vivre ensemble. C'est un chantier et il n'est jamais définitif. Puisque le vivre ensemble est le début de la nation. Et la nation béninoise est en cours de construction. Nous avons un État, nous avons des institutions, mais nous n'avons pas la nation. La nation veut que on ne me dise pas « tu es à Oyo d'où ?» Aoyo, c'est Bénin, point. Et que je puisse moi-même, en voulant parler chez nous au Bénin, que je ne dise pas chez moi à Bomé. Il reste encore. Et c'est un travail qui commence depuis le berceau, qui continue, et qui après s'enseigne dans les partis politiques. Donc, même nous n'avons pas encore des partis politiques qui embrassent l'entièreté du territoire. On sent des relents par rapport à l'origine, ce qu'on appelle habilement la notion de fief. Il y a toujours des fiefs, mais aujourd'hui, le débat de dire tel leader est de telle région, donc forcément je dois être dans son parti, sinon c'est mal perçu. Il y a encore du travail à faire. Ce challenge-là est à faire, aussi bien au niveau politique qu'au niveau social. Il y a des raisons, des démarches qui sont faites,
qui font qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment bien clair. Au quotidien, moi j'ai suivi je souriais lorsqu'il y a eu les échanges dans certaines régions et d'autres régions. Et des gens, simplement à cause du patronyme, attaquent l'autre. Et puis l'autre se sent doublement frustré parce qu'il est maternellement de la région d'où on l'attaque. Et d'une curiosité où il ne sait même pas parler la langue de l'origine de son père. Je connais des Béanzins à Natitingouf. Je connais d'autres familles à Kandi, qui sont des familles dont le patronyme peut tromper. C'est ça la nation. Nous n'y sommes pas encore. Et on les attaque rien qu'au pif, comme on a attaqué, il y a eu le génocide juif au pifomètre, c'est-à-dire en voyant seulement leur nom, leur prénom, le nez, non. Je suis d'accord, les peuples ont pris par là, nous aussi nous allons prendre par là. Nous avons commencé par mettre les tests. Donc tout test qui ne règle pas ce problème n'est pas le définitif. D'où la notion de perfectibilité de nos tests. C'est-à-dire nos tests, après, lorsque ça va régler les problèmes macro, nous allons rentrer dans les problèmes micro de vivre ensemble. La finalité, c'est la nation. Et lorsque nous avons une nation béninoise, une nation béninoise où je me sens à l'aise, où que je me trouve, à partir de cet instant, je peux aller acheter, développer des activités, développer sans être inquiété un jour. Je vais vous surprendre. Vous n'allez pas voir un fonds aller se mettre dans la zone d'Akwapa pour acheter un carré. Et pourquoi? Je ne vais pas le dire sur le plateau. Bon, et vice versa. Chacun est toujours par rapport à Cotonou sur le chemin où il est capable de fuir. Il y a un quartier qui porte le nom de quartier Gare Parakou. Je ne dirai pas plus. Allez voir les populations qui sont là. Donc il y a les premiers pour rentrer dans les trains. Pour rentrer. Tout ça, il faut en finir. Et donc il y a ce challenge. Mais est-ce que l'autre enseignement politique à tirer, ce n'est pas également la fermeté, la ténacité de nos institutions? Oui, avant peut-être de rebondir sur cet aspect, permettez que je me prononce sur la question du vivre ensemble comme un des défis majeurs à venir. Je suis très heureux que l'un des candidats, notamment le président en exercice, ait reconnu l'utilité de penser les plaies, d'apaiser les frustrations. Moi, je pense que c'est un défi très important pour le prochain président de la République. Quoi qu'on dise, il est le père de la nation. Il est le père aussi bien de ceux qui partagent son action que de ceux qui ne se retrouvent pas dans son action. Il faut donc rapidement rassembler davantage la nation béninoise. Par extrapolation, il faut apporter de l'assurance dans ces régions qui, pour l'instant, mais parfois du fait de quelques acteurs, sont considérés comme des zones rouges, alors que nous avons besoin de former une même nation en devenir. Nous avons besoin d'être un peuple indivisible. Ces régions de notre pays ont besoin de développement. Bon, pourtant, il faut rassurer. Notre constitution le martèle. Oui, la constitution le martèle, mais l'un des enseignements, c'est que vous avez reconnu que 16 communes, 16 arrondissements de notre pays n'ont pas pu voter. Il faut travailler à ce que cela ne soit pas comme ça les fois à venir. C'est vrai que ce travail va se faire aussi avec l'accompagnement et la disponibilité de tous les acteurs politiques. Parce que ce ne serait pas juste aussi.
Et ça, je veux le dire avec toute la gravité possible, de prendre en otage certaines régions de notre pays. Les populations de ces régions ont besoin de développement, ont besoin de quiétude, ont besoin, par exemple, de voir les différents programmes d'action se dérouler convenablement aussi. Il ne faut pas que, à cause de quelques politiques, on puisse donner l'impression que ces populations-là ne font pas partie de la République. Et c'est donc un chantier très important sur lequel il faudra travailler prochainement pour que on ne puisse pas assister, n'est-ce pas, aux mêmes incidents. Je ne veux nommer personne, mais il y a une constance qui se dégage. Quand on analyse un peu, il y a une constance qui se dégage. C'est très important que nous puissions travailler main dans la main et que même celui qui aura la chance d'être élu d'ici quelques jours, qu'il puisse être serein par rapport à la programmation de ces différentes actions de développement au profit de ces différentes zones. Et je sais le programme ambitieux qui est élaboré pour impacter les différentes communes de notre pays. Très bien. Revenons maintenant, justement, parce que j'y tiens, les institutions. C'est justement lorsque nos institutions sont fortes, ça contribue au renforcement de nos acquis. Ça aurait été la catastrophe si les institutions n'étaient pas assez fortes pour jouer convenablement leur rôle. Ça aurait été une décadence si ça faiblissait à un moment donné. Ayons le courage de le reconnaître. Je suis très ravi que tout à l'heure, mon ami et frère Aoyo ait évoqué la situation de la plus grande démocratie au monde, les États-Unis, par rapport aux incidents qui ont émaillé le processus électoral. Vous avez vu avec quel professionnalisme les forces de sécurité, même si par ailleurs parmi ces forces de sécurité il y a des partisans de l'autre, notamment de Donald Trump, quand il s'est agi de défendre la République, d'empêcher que les biens communs pour lesquels nous tous nous avons cotisé nos sous, nos impôts, l'asphaltage qui se fait, c'est avec l'argent de toutes ces zones aujourd'hui qui sont stigmatisées comme zones rouges. Alors quand il s'est agi pour cette grande démocratie américaine de voir certains de ces enfants aller attaquer le Capitole, vous avez vu que rapidement, les forces de sécurité ont joué leur rôle de maintien d'ordre. Il est donc important que dans une démocratie aussi, il est important qu'on ait des institutions très fortes et que chacun puisse rester dans son couloir à la lumière des textes républicains. Ce n'est pas que les institutions vont être fortes ou fermes à cause du bon vouloir de ceux qui les animent, mais parce que les textes auraient prévu qu'en telle ou telle circonstance, il faudra opérer de telle ou telle autre façon. Et moi, j'ai l'impression que ces institutions ont joué jusqu'ici convenablement leur rôle. Là où il fallait, par exemple, que l'armée accompagne, elle l'a accompagné et c'est visible. Les manifestations qui au départ prenaient l'allure de manifestations assez pacifiques, au point même de donner des inquiétudes. Il faut avouer que certains de nos compatriotes n'ont pas compris pourquoi l'armée est restée
assez silencieuse, a même fait des photos avec des marcheurs. J'ai vu des gens grimper, si on peut le dire comme ça, se retrouver sur le toit des véhicules militaires, sympathiser avec les militaires alors que c'était une marche de protestation contre le régime en place. Jusqu'à ce moment, nos forces de sécurité, par exemple, ont accompagné. Mais à un moment donné où notre bien commun a commencé par être attaqué, nos routes, à un moment donné où, par exemple, certains citoyens de la sous-région se retrouvent aussi dans les fils bloqués, les routes bloquées, et que des marchandises qui n'appartiennent pas à des marchandises du Bénin couraient le risque de pourriture. Avec tout cela, tout ce que cela implique comme conséquence juridique, c'est des milliards et des milliards de pertes. Avec tout ce que cela comporte comme pression des pays de la sous-région qui attendent leur ravitaillement en termes de produits. C'est là aussi qu'il va falloir, et je suis d'accord avec lui, que nous puissions davantage parler à nos populations et nous-mêmes, acteurs politiques, être responsables pour savoir les limites à ne pas franchir dans notre action politique. Très bien. Les institutions. Oui, pour le moment, nos institutions, à mon avis, n'ont pas tellement de problèmes. Il reste que ceux qui les animent soient débarrassés des tas et avatars que je viens de citer tout à l'heure. Le régionalisme, le népotisme. Si c'est rester dans leur chromosome, ils vont toujours agir en allant à la no man's land, la zone où on peut, puisque le droit ne couvre jamais tout. La zone grise. Il y a la zone grise et tout le monde va chercher là. Or, tout le monde sait que c'est dans le détail qu'il y a le diable. C'est ça le problème qu'il faut régler. En fait, nous n'avons aucun problème d'institution, nous avons des problèmes d'hommes et les hommes doivent être politiquement formés. Donc, je reviens à dire, les institutions fortes doivent être accompagnées par des partis politiques suffisamment forts pour former le militant, que le militant soit dans les bons rôles qui est le sien. Donc, nous avons du chemin. C'est les partis politiques qui doivent être aujourd'hui bien forts, bien consolidés. Et nous sommes au début. Les nouvelles formes de partis politiques que nous avons sont en train encore de se mettre ensemble. Donc, la notion de parti politique, de financement public de partis politiques, de la gestion de l'animation, de la formation, c'est de ça que sortira le président et les membres des institutions. Les institutions elles-mêmes, on peut tout dire. À la limite, d'un pays à un autre, on a presque les clones des institutions. Pourtant, ça ne marche pas. Beaucoup de pays ont copié les Sénats comme nous en avons initié. Mais des fois, ça marche. C'est les hommes qui les animent, qui posent problème. Et ces hommes ont besoin d'un encadrement politique. Il y a des postes qui sont des postes politiques. Et lorsqu'on est politique, on n'a pas le même comportement que lorsqu'on est technicien. Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai eu la chance d'occuper des postes politiques où l'argument technique n'est pas forcément le vrai argument. Or, l'argument technique est l'argument juste. Le politique peut te dire, à ce niveau, on s'abstient. Il y a des moments aujourd'hui, moi j'ai écouté de grandes personnalités, même d'anciens présidents de la République, qui même s'ils ont raison, politiquement auraient pu se taire dans le contexte qu'elle note. Ils se taisent. Ou s'ils doivent parler, ce qui est d'ailleurs leur rôle, ils parlent dans le sens de l'apaisement. C'est la politique qui exige ça. Et c'est justement là où il y a débat. Et même s'ils ne sont pas d'accord, le silence est de mise. Mais avouons que ces temps-ci, on n'a pas constaté ça. On n'a pas constaté cela. Et ça fait partie du fait que certains qui sont à la limite fans de ces grandes personnalités se disent, alors pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et là aussi, on a du chemin à faire.
Et c'est autour de la table, le vivre ensemble, le dialogue que nous allons y aller. Très bien, vous avez, malheureusement, nous tendons vers la fin de ce panel. Nous n'avons pas les chiffres encore, en tout cas. Bon, puisque l'institution chargée de proclamer donc les résultats provisoires ne l'a pas encore fait. Sinon, on pourrait également tirer quelques donc enseignements au regard donc des chiffres. De toute façon, les grandes tendances, c'est à la faveur d'un autre panel dans quelques instants. Mais avant de vous laisser partir, votre mot de fin, Gildas, par exemple. Mon mot de fin, c'est surtout un mot d'espoir. Je reste très optimiste que malgré ce qui a pu paraître à un moment donné comme imperfection, comme insatisfaction, moi j'ai la ferme conviction que le Bénin a pris le pari du développement. J'ai la ferme conviction que nous sommes en train de faire les sacrifices fondateurs de la renaissance de notre pays. Et que ce qui nous rassemble est encore plus fort que les intérêts personnels. Je veux faire le pari que dans un avenir pas très loin, on verra ensemble les hommes politiques de tous bords pas parler d'une seule et unique voix, mais pouvoir dialoguer franchement, sincèrement et s'entendre sur les fondamentaux qui sont importants pour le développement de notre pays. Parce que si on ne s'entend pas sur ces fondamentaux, il n'est pas évident que nous puissions aller vers le développement qui est devenu urgent pour nos populations à la base. Très bien. Christian Paffer, oui. Merci. Je vais emprunter presque les mêmes mots que Gildas Aizano pour dire que moi j'ai le plein espoir que ce pays est lancé sur la bonne voie. J'ai l'espoir aussi que nous allons très vite commencer à nous parler, à nous tapoter dans le dos, à se chamailler. Moi, j'ai eu l'expérience, j'ai eu la chance de faire une expérience au Parlement où vous voyez opposants mouvanciers se chahuter dans la cour. Et c'était une ambiance très agréable. Et si vous rentrez au Parlement, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Les députés de l'opposition, les députés de la mouvance se chahutaient. Ils se taquinaient en rigolant. Et quand il s'agit du vote, ils votent. Vous les voyez prendre la voiture de l'un de l'autre pour rentrer. C'est de ce Bénin-là en miniature que j'ai eu la chance de vivre à la 7e législature, que j'ai le sentiment aujourd'hui que les gens ils n'ont même pas envie de se voir. On suspecte l'autre. On se dit même, qu'est-ce que tu es allé chercher ce l'autre? Sans oublier que peut-être qu'ils sont beaux-frères, ils sont cousins, ils sont frères. C'est délétère comme ambiance. Et ça, il faut qu'on finisse très vite. Parce que je n'ai pas souvenance que quelqu'un soit venu dire la route qui quitte la route des pêches, c'est tellement mal fait que je veux le détruire. Personne n'a dit que l'école que l'autre régime a construit, je vais le détruire. Tous veulent modifier et bien faire. Mais au nom de quoi, en voulant bien faire, nous n'allons pas nous entendre? C'est parce qu'il y a à un certain moment, un petit malentendu. Donc, j'ai la conviction, l'espoir que ce Bénin va démarrer. J'ai aussi la conviction que nous avons pris un décollage. Un décollage. Et pour voir le décollage de l'avion, pour certains, ça peut donner le mal de l'air. Certains s'évanouissent, d'autres sont mal à l'aise, et d'autres sont sereins. Mais il y a plusieurs situations. Ce décollage, il est amorcé. Nous irons loin, le plus loin possible, et ensemble.
Très bien, merci beaucoup à vous Christian Parfait Aoyo. Vous êtes donc acteur politique, membre donc de la direction exécutive nationale du Parti du Renouveau démocratique, Gilda Saez-Zanon, acteur politique également, coordonnateur des Forces Nouvelles. Merci pour la disponibilité. En tout cas, on aura d'autres occasions pour revenir sur certains aspects majeurs, hein, justement, relevant de notre vie politique. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas eu cette opportunité donc d'être rejoint par Rémi Agossou, donc qui est membre du parti FCBE. Certainement, nous aurons d'autres occasions pour le retrouver sur nos plateformes. Rappelez qu'après nous, vous aurez droit à un autre plateau, un plateau où nous allons commenter les grandes tendances au regard justement de la collecte faite par nos différents correspondants, nos différents envoyés spéciaux. Restez avec nous. Bonne suite au programme en notre compagnie, bien évidemment, chers amis téléspectateurs.